Bonjour à tous. Euh, c'est rare que je sois en cravate depuis que je ne travaille plus. Je rentre d'un enterrement et aux enterrements, on se plie aux us et coutumes et aux normes pour payer son respect aux personnes décédées et à la famille, évidemment, du défunt. J'étais à Verbourg-en-Bresse, le décès d'un proche, d'un ami de la famille, une personne qualité exceptionnelle. Et, euh, et je pensais à deux, trois choses. Nous étions évidemment à la messe ce matin, puis au déjeuner. En fait, je me rendais compte que je n'ai jamais participé à un enterrement dans d'autres cultures que la culture italienne, américaine, française, donc en gros des cultures très européennes, où on considère que le décès de quelqu'un est un moment douloureux, et que donc j'en ai partout, et que donc il faut, par la liturgie, que ce soit religieuse ou autre, notamment payer son respect aux défunts, mais aussi, si on veut réconforter la famille d'un point de vue métaphysique et lui dire que ce n'est pas grave, cette personne sera, alors pour les chrétiens, ressuscitée, on la retrouvera, elle sera auprès d'une divinité, Dieu, etc. Euh, c'est pas ce qui me fait vibrer personnellement. Personnellement, la mort est une inconnue, est quelque chose qui n'est pas à craindre. J'imagine que la plupart des gens ne craignent pas la mort en soi, mais craignent la douleur qui va avec. Ce n'est pas forcément la fin de tout. Moi, je ne crois pas qu'il y ait des choses comme des âmes. Je suis un scientifique, il faut une méthode. Avant de croire quelque chose, il faut voir. Mais enfin, est-il possible qu'il y ait une sorte de transformation de la conscience, d'une forme d'énergie vers autre chose? La science aujourd'hui n'a aucune explication ni aucune réponse. Peut-être que c'est le cas, quoique je doute fort que nous ayons, si transformation ou transfert d'énergie vers autre chose qu'une simple décomposition de nos cellules et tissus, eh bien que cela permette de garder une conscience de ce que l'on n'existait auparavant. Mais bref, ça c'est une question de croyance à la limite, et donc ça me dépasse ce pourquoi en général on discute. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir, nous étions dans un petit village français, de voir des familles qui sont très homogènes, de même culture, de même région, en Bresse, belle région d'ailleurs, et qui sont capables de justement communier autour de cet événement, de se recueillir et finalement d'échanger et de renouveler les liens d'amitié et les liens d'alliance et d'entraide, parce que ce sont des familles et des amitiés. Et ça, c'est important. Alors, c'est vrai que je vous avais déjà fait une vidéo sur la mort, allez regarder il y a peut-être 2 ans ou 2 ans et demi, je vous avais fait une vidéo dans le cimetière de Saint-Georges à Genève. Et, euh, et c'est vrai que lorsque l'on réfléchit à la mort aujourd'hui, c'est vrai que notre civilisation est très éloignée de la mort. Nous ne la côtoyons plus, alors que dans le temps, elle était fréquente. Pensez à quand est-ce que les gens meurent. Eh bien, dans le temps, les gens mouraient déjà en donnant, beaucoup de femmes mouraient en donnant naissance. On pense que c'est quelque chose comme 15%. C'est quand même significatif. C'est une femme sur 6. Les enfants pouvaient ensuite mourir à la naissance. Puis dans leurs jeunes années, la mortalité infantile était de 50%. C'est à peu près la moyenne dans l'espèce humaine. Il faut savoir que depuis la nuit des temps, nous sommes habitués à avoir 50% de nos enfants qui meurent. Donc si vous avez un enfant, vous avez une chance sur deux qu'il aurait été mort avant l'invention de la puissante magie de l'homme blanc qu'est la médecine. C'est ce 50%, un chouïa moins chez les juifs, parce qu'ils ont été parmi les premiers à codifier des règles d'hygiène extrêmement sensées dans leurs textes religieux. Ça a été repris depuis par d'autres cultures, évidemment. Enfin, il faut reconnaître que pour une fois qu'une religion organise quelque chose correctement, en tout cas pour l'hygiène, c'est effectivement assez sensé. Eh bien, 50% des naissances amenaient un enfant qui allait mourir avant l'âge de 10 ans, je crois. Donc, assez intense. Et puis ensuite, il y avait les morts dues aux famines. Il y avait les morts, alors on ne va pas aller trop loin, parce qu'avant, sinon, il y a les morts dues aux prédateurs. C'est-à-dire que
le gros chat qui vient bouffer le singe. Pendant des millions d'années, ça a été un petit peu notre destin, notre angoisse. Pareil pour le serpent. Aujourd'hui, si vous allez dans des cultures tribales d'Amérique latine ou dans des endroits où il y a des serpents, c'est 26% des décès, les serpents, hein, les morsures de serpents venimeux. Donc, faut pas déconner, quoi. C'est un truc qui est violent et qui tue très fréquemment. Donc, c'est pour ça qu'on a peur des serpents en général. C'est pour ça que le diable, c'est un serpent dans la Torah. Vous voyez. Et enfin, c'est pas que symbolique, c'est aussi nous rappeler que c'est quelque chose qui nous fait peur depuis longtemps. Parce que nous sommes une espèce plus ou moins tropicale à la base. Alors, puis venaient les guerres, et les guerres tuent en majeure partie, et surtout à l'époque, tuaient les jeunes, tuaient des jeunes en âge de combattre, de 16 à 25 ans. Moins plus tard, parce qu'en général, les gens sont un petit peu plus intelligents, parce qu'il faut savoir que le cerveau humain, en tout cas le cerveau de la plupart des êtres humains, se termine vers l'âge de 25 ans, raison de plus pour qu'il n'y ait pas de droit de vote avant 25-26 ans. Ça n'a pas de sens de voter lorsqu'on n'est pas fini, lorsqu'on est encore trop impulsif, lorsqu'on n'est pas trop, lorsqu'on est trop jeune en réalité, inexpérimenté de plus. Et après, parce que justement on réfléchit trop, on ne va pas à la guerre, on envoie les autres. Où on essaye d'éviter de finir de chair à canon pour les politiciens et les financiers qui généralement manigancent et manipulent les guerres. Et puis ensuite, il y a une longue période où on ne meurt pas, à moins d'avoir un accident ou des problématiques, et puis commence ensuite la déchéance. Dans notre monde moderne, évidemment, ben, les mortalités à la naissance, c'est 1 sur 1000 et encore. Les mortalités des femmes en couche, c'est rarissime. Là aussi, ça doit tourner à moins de probablement 1,5 sur 1000. Et puis, en tout cas en Occident, hein, dans les pays où on sait s'occuper médicalement des choses, avec les avantages et les inconvénients de cette opération. Mais enfin, c'est peut-être un peu hygiéniste, mais en même temps, c'est 1 sur 2000, les femmes qui meurent en couche, sans le système médical moderne qui, certes, déshumanise un petit peu l'acte, c'est qu'1 sur 6. Donc franchement, il y a pas, y a pas photo, à moins qu'on aime bien virer sa vieille femme et en prendre une plus jeune. Mais bon, c'est pas aussi simple que ça. Bref, je taquine, mais j'en connais qui réfléchissent comme ça. Donc, il n'y a plus de mort. Alors l'adolescence, en Occident, il y a de la déprime, il y a du suicide. Et ça, c'est un problème parce que notre monde n'a plus de sens et qu'il fonctionne mal. On va pas tergiverser là-dessus. Et puis, il n'y a plus de mort. Les quelques rarissimes accidents du travail, les quelques rarissimes accidents de la route, quelques maladies, mais c'est rare, très rare. La mort commence vers 45-50 ans à revenir montrer son nez, tout d'abord parce que vous commencez à voir vos parents qui meurent, vous commencez à voir les amis de vos parents qui meurent. Et puis les premières maladies arrivent. Alors quand vous êtes petit, vous avez peut-être eu vos grands-parents qui décédaient, mais ça ne vous a peut-être pas autant marqué parce que vous étiez petit. Mais à l'âge adulte, vous remarquez vos parents qui meurent, les amis de vos parents qui meurent, les premières maladies qui arrivent, vos collègues et amis qui commencent à être malades du cancer, qui ont des attaques cardiaques, qui commencent à avoir eh bien, ce système très efficient qu'est l'être humain, qui commence à avoir des ennuis de mécanique, des ennuis dus à nos comportements passés. Celui qui s'amusait beaucoup à picoler, à prendre des drogues lorsqu'il était jeune, commence à rouiller et à déconner à partir de 40-45 ans sur son corps. Sauf évidemment s'il a eu accès à des drogues extraordinaires comme les mecs des Rolling Stones. Mais eux, bon, eux, ils font des dialyses, ils ont des... Enfin voilà, les pop stars, eux, ils peuvent se shooter toute la vie. Ça va parce que... ou du moins, on remarque ceux où ça va, parce qu'il y en a beaucoup qui sont morts et on ne s'en souvient pas, qui sont morts jeunes. Et puis la présence de la mort se rappelle à vous quand vous êtes un peu plus âgé, à 60 ans, vous commencez à être parmi ceux qui risquent de mourir et parmi ceux dont les amis commencent à mourir. Et tout ça pour dire que voilà, on a beau avoir évidemment allongé l'espérance de vie, rendu notre monde moins susceptible aux grandes maladies, moins susceptible à la souffrance, certainement. À la fin, comme disait Kubrick à la fin de Barry Lyndon, tous ces gens ont vécu il y a longtemps. Certains étaient beaux, certains étaient moches, certains étaient riches, certains étaient pauvres. Aujourd'hui, ils sont tous égaux. La mort est le grand égalisateur de la vie, évidemment.
Et c'est très bien, c'est un cycle. Et il faut aimer les cycles. Alors, personnellement, pour moi, la mort, j'aimerais bien ne pas être enterré, j'aimerais bien ne pas être euh, incinéré, certainement pas. Euh, c'est cher l'énergie. Mais soit mourir entouré des miens, au milieu de la forêt, et servir de nourriture aux animaux, juste au retour des choses, après en avoir mangé beaucoup, mais pourquoi pas une mort héroïque dans le sang de mes ennemis? Pas maintenant, mais éventuellement dans un futur où les ennemis arrivent et où les ennemis sont parmi nous et où il faudra se battre. Mais ça reste quelque chose pour, j'espère, le plus longtemps possible, le plus longtemps possible. Mais tout ça pour dire qu'en réalité, nous devons utiliser ces événements que sont justement les enterrements, les, euh, ces événements que l'on vit en famille, que l'on vit avec nos amis, que l'on vit entre personnes du même clan, du même peuple qui se réunissent pour célébrer le passage, pour renforcer les liens sociaux, les liens entre nous, pour reprendre contact avec ceux qui nous ont, les familles de ceux qui nous ont quittés, si ce sont des amis, ou pour la famille étendue de notre famille, donc nos cousins, nos oncles, nos cousins éloignés. Et finalement, c'est à ça que sert aussi la mort. Moi, je dis toujours que dans la vie, que ce soit l'échec ou la mort ou la maladie, ça a en tout cas une utilité, c'est de montrer aux autres ce qu'il ne faut pas faire. L'autre jour, un lycéen, enfin quelqu'un qui était lycéen au même moment que mon épouse, est décédé. Et on le voyait, c'était un junkie, c'était un drogué, c'était un héroïnomane qui était pas loin de la gare à Genève. Et on le voyait récemment, et chaque fois qu'on le voyait, mon épouse me dit: Ah, c'est marrant, tu vois, lui, il était dans ma classe. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui c'est une épave, etc. Quel dommage. Et moi je disais: Non, c'est pas une question de dommage. Dommage pour lui, mais pour nous, c'est une opportunité. C'est une opportunité de montrer à nos enfants qu'est-ce que c'est qu'un junkie et de leur dire: Tu vois, si tu fais des conneries comme lui a fait des conneries, c'est comme ça que tu vas finir. Et en ce sens, cette personne n'est pas morte pour rien. Ce junkie est utile pour la société. Il est utile car il sert de balise, il sert de phare, il sert de phare négatif, il sert de balise sur ce qu'il ne faut pas faire. Lorsque vous avez un chef d'État ridicule, vous pouvez montrer à vos enfants: Regardez, jamais tu ne seras comme cet ignoble ou ce bouffon. Quand vous avez un philosophe à deux balles, à trois lettres, qui passe à la télévision, vous leur montrez: Voyez ça, si un démon pouvait exister, il serait comme ça. Mon fils, ma fille, tu ne seras jamais comme ça. Tu vois cette pute à la télé, ma fille? Si tu fais des conneries, si tu fais ça, ça et ça, voilà comment tu vas être. Et ça a l'air bien à 20 ans, mais cette nana à 30 ans, elle est moche et elle va se suicider. Allô? Bref, tout le monde est utile. Et moi, je suis quelqu'un d'élitiste, mais je me rends bien compte que tout le monde est utile. Donc, même la mort de quelqu'un est utile justement pour resserrer les liens, renouer les contacts. Et nous en aurons de plus en plus besoin ces années qui viennent, ces années qui seront à nouveau difficiles, ces années où peut-être nous allons redécouvrir, parce que ce sera la fin de la magie de l'homme blanc, nous allons redécouvrir ce que c'est d'avoir la moitié de nos enfants qui meurent. Là, c'est fini, hein, 4 milliards d'Africains en 2100. C'est 50% de mortalité infantile. C'est fini la surpopulation lorsque l'on retrouve les grandes maladies. Et donc, chaque événement tragique, parce que c'est tragique, personne ne peut se réjouir de la mort d'un enfant. Personne ne se réjouit de la mort même d'une personne âgée qui a bien vécu sa vie. Mais nous devons l'utiliser, tout comme on utilise des crises, tout comme on utilise les événements. Eh bien, même l'événement tragique, même l'événement de décès, doit servir pour relier les communautés. Et chaque opportunité passée, bâclée, est une opportunité perdue. Réfléchissez-y et préparez-vous. Et prenez le temps de vivre. Un petit peu. Mais préparez-vous. Ciao.